Donc voilà, maintenant on va écouter Camille Vivet, donc ça y est, je me souviens de son nom, et, et Sylvie Sansou, qui sont donc psychomotriciennes. Et Sylvie est maintenant intervenante donc, à l'IFP Les Mureaux et elle est formatrice aussi à ACFOS. Toutes les deux font partie du groupe de psychomotriciennes depuis fort longtemps et ont alimenté les débats et la réflexion, et notamment Sylvie Sansou, qui est au centre de ressources depuis le début, il y a une vingtaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas. Voilà. Donc, elles vont parler des incidences donc, sur le développement psychomoteur. J'en profite pour dire que vous verrez, leur PowerPoint est très, très bien illustré. Et les illustrations sont aussi liées au travail des psychomotriciennes et notamment à Pascale Delaval. Ce n'est pas elle qui a fait les illustrations, mais elle a œuvré pour que les illustrations soient réalisées. Et Pascale Delaval, donc, qui est psychomotricienne et qui appartient au groupe aussi et qui travaille avec nous depuis fort longtemps également. Voilà. Merci. Voilà. Bon, donc on va commencer. Comme vient de l'expliquer et de nous le raconter Elisabeth, les troubles vestibulaires, évidemment, concernent la globalité de l'organisme. Il existe bien évidemment un lien direct entre l'intégrité des fonctions vestibulaires et un développement psychomoteur harmonieux. Les troubles vestibulaires vont fragiliser les acquisitions psychomotrices de base, comme la tenue de tête, la tenue assise, la tenue debout, la marche à quatre pattes. Les atteintes sensorielles, auditives et vestibulaires porteront sur le développement postural et locomoteur et sur la prise d'informations visuelles de l'enfant sourd. Mais tout ça, nous venons de le voir avec Elisabeth. C'est histoire de faire une introduction que je vous dis tout ça, parce que c'est difficile de démarrer comme ça de but en blanc. Mais en tant que psychomotricien, nous avons évidemment la mission d'être très vigilants vis-à-vis de tous ces troubles, parce que comme ils touchent à l'organisme et qu'ils touchent à de nombreux items concernant la psychomotricité, on ne peut évidemment pas faire autrement que de les déceler et éventuellement même les intervenir pour alarmer et dire ce que nous avons observé. Et s'adresser à qui de droit, c'est souvent les médecins. Voilà. Donc, dans ce PowerPoint, on va se proposer de vous présenter les perturbations que les troubles de la fonction vestibulaire occasionnent chez l'enfant. Voilà. Et conséquences liées aux troubles du système vestibulaire considérés comme le sixième sens. Ça, Elisabeth l'a pas dit, puisque c'est donc Alain Berthos qui le dit justement dans le livre Le sens du mouvement, et qui parle justement dans un des chapitres du livre du sixième sens. C'est d'ailleurs le chapitre le plus facile à lire, parce que les autres chapitres sont assez ardus. Voilà. Et donc... c'est vrai aussi que les troubles vestibulaires sont souvent sous-estimés, voire même pas du tout reconnus. Et c'est quand même un énorme souci actuellement, puisque ça commence quand même un petit peu à devenir quelque chose d'important, mais bon, ça a mis du temps. Voilà. Et quand on sait à quel point il est important de le déceler tôt dans la vie de l'enfant, c'est-à-dire dès la naissance, quand les troubles sont autolytiques et qu'il y a vraiment présence d'une hypotonie, c'est important de pouvoir intervenir tout de suite dans les premiers liens mère-enfant. Voilà. Donc, les signes d'alerte, on n'a pas écrit grand-chose, mais je redis que le psychomotricien, évidemment, a un rôle important, puisque son observation va peut-être permettre justement de déceler les troubles
qui serait passé inaperçu sinon. Ensuite, je voulais ajouter que l'hypotonie axiale peut faire penser à une autre pathologie, donc éventuellement, parfois, peut entraîner des examens complémentaires qui sont des fois lourds, alors que, enfin, de toute façon, c'est jamais inutile de faire des examens, mais c'est vrai que des fois, déceler tout de suite les troubles vestibulaires ferait gagner du temps. Voilà. Et puis c'est vrai que lors de l'admission d'un enfant qui arrive dans nos établissements, on a de temps en temps le bilan vestibulaire qui nous permet d'avoir une aide sur le type de l'atteinte, que ce soit aréflexique, canalaire, otolytique. Mais ce n'est pas toujours le cas. On a souvent eu cette discussion avec nos collègues psychomotriciennes du groupe qui sont, surtout pour celles en province, où elles reçoivent des enfants où il n'y a aucun bilan vestibulaire et où elles sont vraiment en première ligne de la détection de ces troubles. Elles se rendent compte vraiment des difficultés d'équilibre, du retard, enfin, on va y venir après, mais c'est là que le psychomotricien peut vraiment alerter les médecins de l'institution et orienter vers un bilan vestibulaire dans les hôpitaux proches ou même en cabinet. Donc les signes d'alerte chez les enfants plus jeunes, ce qui est vraiment donc le plus important et ce qui se repère assez facilement, c'est tout ce qui est le retard au niveau des acquisitions motrices. Que ce soit chez le bébé au niveau du retournement, au niveau de la position assise, au niveau de toute la motricité globale et donc de la marche avec un retard vraiment important de la marche autonome sans appui qui se fait autour de 2 ans. C'est-à-dire que la marche va longtemps se faire avec des appuis contre les meubles ou contre toutes les structures qu'il peut trouver avant de pouvoir se lancer dans l'action et d'être vraiment au niveau moteur en toute confiance et en toute sécurité. Et il faut peut-être aussi ajouter qu'effectivement, dès la naissance, le bébé peut déjà ressentir ce malaise d'être porté, manipulé, déplacé, et que ça peut entraîner des pleurs absolument... Ah bah oui, c'est là, vas-y. Non, vas-y. Des pleurs qui entraînent une grande angoisse et une grande incompréhension de la part de la maman et des parents qui se demandent s'ils ne sont pas de mauvais parents parce que leur enfant pleure tout le temps et qu'ils ne peuvent pas le consoler. Parce que ce sont des enfants qui ne supportent pas d'être langés, qui ne supportent pas d'être allongés sur la table, qui ne supportent pas d'être portés, qui ne supportent pas d'être en voiture, qui ne supportent pas d'aller chez des gens qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne vont pas pouvoir se repérer dans ce nouvel espace. Et puis, avant la marche, il y a aussi le déplacement à 4 pattes ou le déplacement tout simplement sur les fesses qu'ils font des fois de façon étonnante sur le dos. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'ils sont sur le dos, ils sont stables. Il n'y a plus de risque de chute puisque le dos touche le sol. Voilà. Alors des fois, ils se déplacent en rampant sur le dos, ce qui est un comportement étonnant et étrange et qui demande des explications pour des parents qui se demandent ce qui se passe. Voilà. Enfin, c'était une parenthèse. Non, mais c'est très bien, du coup, tu as dit plein de points. Mais effectivement, donc, l'irritabilité au changement de position, comme le disait Sylvie, des bébés qui, par exemple, sur la table allongée, vont difficilement supporter le fait d'être assis, puis allongé, puis tourner à droite, puis tourner à gauche pour changer la couche, par exemple, et puis qui vont mal supporter le fait d'être dans les bras des parents, d'être bercés avant l'endormissement, d'être transportés d'une pièce à l'autre. Et donc, cette intolérance au mouvement, elle va pouvoir se manifester par des pleurs, par une difficulté aussi des parents de calmer ces pleurs. Et donc, comme disait Sylvie, le sentiment un peu d'être des mauvais parents et de ne pas réussir à comprendre son enfant. Il y a aussi donc un déficit au niveau de la régulation tonique avec une hypotonie axiale importante et une hypotonie surtout au niveau de la tenue de la tête. Ces enfants qui ne vont pas supporter d'être en position allongée sur le ventre et donc de travailler le relevé de tête va être assez flagrant chez ces petits. Et l'hypotonie axiale et de la tête perdure assez longtemps dans le développement moteur. Ces enfants ont aussi un regard qu'on peut nommer un petit peu atypique, un regard où vraiment il y a une lenteur dans la prise de l'information, dans la formation visuelle, un regard un petit peu dans le vague, où tout est un peu trouble, on va dire. On imagine, si on est dans un manège un peu perpétuel toute la journée, comment réussir à capter l'information visuelle, à ce qui se trouve en face de nous.
Et donc on a on pourrait penser un peu à un évitement du regard, et c'est là qu'il est important de ne pas faire justement de confusion entre ce qui pourrait être un évitement du regard relationnel dans un type autistique par exemple. Des difficultés donc à éviter les appuis au sol, hein, comme disait Sylvie. Donc ces bébés qui vont avoir tendance à se promener sur le dos, allongés constamment au sol, avec la recherche d'appui vraiment importante. Ils vont chercher, même une fois que la position assise est acquise, à s'appuyer contre un mur, contre un pouf, contre tout ce qu'ils peuvent trouver, et à ne pas être au milieu de la pièce, par exemple. Lorsque la marche est acquise, donc on a des chutes fréquentes, c'est-à-dire que même à 2 ans, quand l'enfant se lance enfin dans la marche, il va beaucoup tomber. Il va beaucoup tomber parce que on a vu que l'organe vestibulaire, c'était vraiment la perception de la pesanteur, de la gravité et de tout ce qui touche autour de l'équilibre, et surtout avec l'absence des réflexes parachutes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette sensation que le corps est en chute progressive, et donc du coup l'enfant ne va pas avoir le réflexe de mettre les mains pour chuter. Donc avec des blessures assez importantes, et ça on y reviendra sur les réflexes, mais ce qui est important à travailler en psychomotricité. Lors de la marche, donc un polygone qui est élargi et qui reste élargi longtemps. Voilà, ça va être assez difficile de rétrécir ce polygone progressivement. La difficulté à maintenir son équilibre en statique, mais aussi en dynamique lors des retournements. Quand on tourne la tête à droite pour aller se diriger vers la droite, et on remet en jeu tout l'équilibre, et donc tous les repères sont de nouveau difficiles à percevoir, et donc l'enfant a des difficultés à se rééquilibrer. La vision de l'environnement instable, on l'a dit, et donc comme le disait Elisabeth, on imagine chez ces petits bébés toute la fatigue que cela peut procurer, avec toutes ces difficultés qu'il peut avoir au niveau de l'environnement, au niveau de la perception de son corps, et la difficulté à maintenir son axe et son équilibre. Alors, chez les plus grands qui acquièrent la marche, l'équilibre reste précaire, comme tu viens de le dire. Il y a évidemment beaucoup de chutes. Ces enfants pleurent beaucoup lorsqu'ils doivent marcher sur des surfaces inégales. Ils pleurent par exemple pour marcher sur l'herbe, pour marcher sur le sable, pour marcher dans la forêt, parce qu'il va y avoir des dénivelés. Ils sont en recherche de tenir la main. Ils sont aussi des fois collés à la personne qui les accompagne pour être rassurés. Ce sont des enfants donc du coup qui ne vont pas se lancer volontiers dans l'action. Donc, on le verra plus tard, ça a évidemment des incidences sur les notions d'orientation et de compréhension de l'espace. Ils vont rechercher beaucoup les appuis. Donc, comme on l'a dit, ils se couchent souvent au sol, ils s'appuient contre le mur. Il peut aussi se passer le fait que quand ils sont dans un couloir ou dans une pièce, ils vont rechercher à s'appuyer sur le mur. Ou bien avec un doigt ou carrément avec une épaule pour se déplacer. Par exemple, dans les écoles, on voit souvent des enfants dans les couloirs, enfin souvent, on a souvent vu, oui, des enfants qui, parce qu'ils se sentent insécurisés, vont appuyer leur épaule le long du mur, même s'il y a des porte-manteaux, ça ne fait rien, il faut qu'ils soient maintenus. Alors ça donne souvent une attitude qui est vécue de façon un peu comme étant de la paresse. Enfin, il y a des adjectifs qualificatifs qui viennent juger ce comportement qui n'est malheureusement pas volontaire. Enfin, en tout cas, il est utile pour eux. Alors, il y a aussi la position assise en W, qui est, vous savez, comme les grenouilles, qui est une position que les enfants adoptent souvent parce que du coup, ça stabilise un petit peu l'axe du corps et ça leur donne la possibilité de souffler un peu, d'être moins fatigués. Le déficit de repousser, il vient de loin puisqu'il peut venir déjà depuis la toute petite enfance, puisque vous savez que les poussées-repoussées sont extrêmement importantes dans le développement psychomoteur, puisque c'est grâce à ces poussées-repoussées des membres supérieurs que l'enfant commence déjà à acquérir des notions d'espace.
C'est-à-dire, je prends conscience que j'ai une action sur le monde, que je peux avoir, grâce aux muscles, une possibilité de m'approcher, de me repousser du sol, et donc commencer à éventuellement aborder par la suite les retournements sur soi. Voilà. Les pousser-repousser est une étape importante dans le développement psychomoteur. Je disais tout à l'heure que des fois, ils se collent à la personne et donnent la main quand ils sont insécurisés dans les lieux où ils sentent qu'il y a des difficultés. Mais il peut aussi y avoir le refus de donner la main à quelqu'un en qui ils ne font pas confiance parce qu'ils se disent « si je lui donne la main et puis qu'il me tire trop fort, je vais tomber. S'il n'est pas rassuré, il ne va pas donner la main. » Et ça va donner un comportement un petit peu de retrait et d'évitement qui peut être aussi parfois mal interprété. Et sur la cour de récréation, on peut voir aussi des enfants qui sont dans l'isolement, qui ne vont pas du tout se lancer dans la course avec les autres, qui vont se mettre dans un coin de la cour et qui vont avoir peur du mouvement qui les entoure, de ceux qui courent, de ceux qui pourraient éventuellement les bousculer. C'est pour ça que c'est important de bien être au courant du fait que cette peur, elle est motivée, mais de ne pas le considérer comme un isolement. Voilà. Ils s'isolent, mais ils n'ont pas le désir de l'être, parce que bien souvent, au contraire, ils ont très envie d'aller vers les autres, mais ils ont peur. Il y a une chose qu'on n'a pas notée non plus, c'est qu'arrivés en haut d'un escalier, ils sont obligés de tenir la rampe pour descendre. Alors quand c'est dans une école où il y a la classe au premier ou au deuxième étage, l'escalier, c'est plusieurs fois par jour. Donc, ils ont besoin de la rampe. Et souvent aussi, c'est vécu comme il est paresseux, ou il n'est pas aventureux, ou il ne fait pas d'efforts, etc. En réalité, il en a vraiment besoin. Puisque cette montée et descente d'escalier, c'est quand même quelque chose d'important. Déjà, chez l'enfant qui n'a pas de trou vestibulaire, c'est quelque chose qui arrive tardivement. Et la descente, encore plus. Mais la peur du vide et de se lancer peut être aussi une motivation pour s'accrocher comme ça. Souvent aussi, ce sont des enfants qui préfèrent rester assis. Finalement, ils sont plus tranquilles une fois qu'ils sont assis. Comme ça, ils n'ont pas besoin de faire attention à ce qui se passe à droite, à gauche. Mais ça, on le verra tout à l'heure par rapport au regard. Hein. Et puis, attention. Ah oui, alors évidemment... quand on est debout et qu'on a peur de chuter et qu'on a peur du mouvement, on est moins attentionné. Par contre, en position assise, on pourrait croire que l'enfant est plus attentionné, mais comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure, les mouvements oculomoteurs et la vision n'est pas stable. Donc déjà, pour l'attention, mais ça, on le verra aussi tout à l'heure. Et puis, évidemment, tout ça est accompagné parfois de vertiges, de nausées, etc. Et je voulais ajouter quelque chose par rapport à l'hypertonicité. Il se trouve qu'il y a des enfants qui sont dans l'inhibition parce qu'ils ont peur, mais il y a aussi l'autre version dont on ne parle pas, c'est qu'il y a des enfants qui sont dans l'hypertonicité, c'est-à-dire qu'en fin de compte, des enfants qui ont des troubles vestibulaires, mais qui sont super agités, qui vont faire des prouesses incroyables, qui vont sauter de hauteur pas normale, qui vont... chercher des sensations proprioceptives pour remplacer les non-informations qui n'arrivent pas au cerveau. Et donc, ce sont des enfants qui, finalement, se rééduquent un peu tout seuls, mais qui font peur, parce qu'ils peuvent se mettre en danger. C'est comme s'ils se lançaient pour le plaisir de bouger, et d'avoir des sensations. Alors, il y a les deux versants. Mais ce qui est quand même le plus fréquent, ce sont les enfants qui sont plutôt sur le versant de l'inhibition. Et il y a aussi l'inhibition qui est due au fait des parents qui, des fois, ne vont pas inciter l'enfant à bouger parce qu'ils ne sont pas rassurés, quoi. Alors, du coup, il y a un manque de stimulation aussi. Donc, on est là pour ça. Voilà. Et puis, effectivement, les extrémités au niveau corporel qui sont très sollicitées chez ces enfants, ils essayent de s'agripper comme ils peuvent au sol. Donc, on a souvent les orteils recroquevillés, les mains qui peuvent être aussi un peu crochues pour essayer, tant que possible, de s'accrocher comme ils le peuvent. Ah bah oui, on a oublié ça. Ok. Donc, on a essayé de faire un petit peu item par item au niveau psychomoteur de quel est l'impact d'une atteinte vestibulaire chez ces enfants, que ce soit au niveau du tonus, au niveau de la vision, au niveau de l'axe. Enfin, on va reprendre un petit peu tout ça, en sachant évidemment que tout est lié
et que quand on parle du tonus, il y a autre chose aussi à côté. Mais voilà, on a essayé de séparer un petit peu pour que la présentation soit plus claire. Donc on va vous détailler chaque item et vous allez voir surtout avec des photos et des illustrations pour donner un peu des types d'exemples et de jeux qu'on peut proposer en séance de psychomotricité pour donner des petites billes à un petit peu tout le monde. Et donc ces illustrations, c'est aussi donc c'est fait par Pascal Delaval et Jocelyne Delaval. C'est aussi un travail du groupe des psychomotriciennes au centre de ressources où on est en train d'essayer de mettre en place un livret de boîte à idées pour les enfants vestibulaires, de boîte à idées pour les psychomotriciens pour pouvoir proposer différentes activités et différents jeux. Donc au travers des photos qu'on peut faire en séance, des dessins sont réalisés et c'est en cours. J'ai envie de dire, mais c'est le gros travail actuel après cette présentation. Ça va être la suite. Mais il faut préciser que pourquoi des illustrations plutôt que des photos, c'était à cause de la confidentialité. Il ne fallait pas que les enfants soient reconnus. Alors, et puis mettre un bandeau sur les yeux, c'était pour pas qu'ils soient reconnus. C'était à la fois pas joli, puis en même temps, c'est contrariant aussi parce que l'expression qu'ils ont dans les yeux est extrêmement importante. Mais bon, il fallait faire un choix. Donc, ce seront des illustrations colorées qui sont faites d'après des photos. Voilà. Donc, le groupe se donne pour objectif de prendre beaucoup de photos et de les envoyer pour qu'après, on les répertorie par item et qu'on puisse en faire un livret. Mais évidemment, ce livret ne sera jamais clos. Parce que chaque fois qu'il y aura une nouvelle idée ou une nouvelle photo, il faudra la rajouter. Enfin, je sais pas on a un peu de mal à arrêter le travail d'ailleurs. Parce qu'il y a toujours des nouvelles idées qui arrivent, mais il va falloir mettre fin à un moment donné. Ouais. Voilà. Et donc en psychomotricité, l'important, ça va être vraiment de mettre en place les mécanismes et les moyens de compensation à cette atteinte vestibulaire, vraiment en renforçant l'intégration polysensorielle et en pensant l'enfant dans sa globalité et permettre vraiment à la plasticité cérébrale de se mettre en place. Voilà. Alors, le tonus, c'est toi ou c'est moi le tonus? C'est moi. Alors, le tonus. Alors, le tonus, c'est un énorme morceau, évidemment, parce que le tonus, c'est quelque chose qui est extrêmement important en psychomotricité, c'est même essentiel. C'est une activité motrice qui est en toile de fond. Quand on a affaire à un tonus déficitaire, ça entraîne des difficultés pour exprimer ses états internes, parce qu'un enfant qui manque de tonus va aussi avoir du mal pour exprimer ce qu'il ressent. Il va avoir aussi des difficultés pour même les exprimer au niveau de son visage. Il va y avoir des visages souvent atones. On en parlera tout à l'heure, mais je vais faire une parenthèse quand même. C'est-à-dire qu'ils ont souvent un regard fixe parce que justement, ils sont obligés de maintenir leur regard pour voir quelque chose. Alors des fois, ils ont les yeux écarquillés devant nous, très grands, ouverts, pour bien nous regarder. Mais à part ça, ils peuvent difficilement après moduler les expressions de peur, de sourire. Des fois, ils confondent le sourire et les pleurs. Ça va jusque-là. Ça va jusqu'à ne pas reconnaître ses émotions et les exprimer. Voilà. Donc, le tonus est important pour ça. C'est chez les enfants, il est donc sans modulation et il ne s'adapte pas aux situations. D'où l'importance de leur proposer des activités où c'est possible justement d'exprimer les émotions. Voilà. Alors l'hypotonie, bon, c'est vrai qu'un bébé qui a des troubles autolytiques va se montrer assez hypotonique dès le début, que ça va avoir des conséquences sur le regard, mais ça on l'a déjà dit. Ça va retarder évidemment les acquisitions posturales et les explorations motrices, évidemment, puisque un enfant qui a des troubles du tonus va être moins rapide à acquérir des possibilités de déplacement dans l'espace qui soient opérationnelles. Il va peut-être pas avoir non plus envie de se déplacer vers les objets, alors qu'on sait à quel point le fait d'aller vers les objets permet une autonomie et que c'est ce qui motive tous les bébés, tous les enfants, c'est-à-dire acquérir des capacités pour aller vers les choses. Eux, souvent, ils attendent que les choses viennent vers eux. Moi, j'ai vu souvent des enfants qui étaient assis et ils attendaient qu'on mette les objets dans leurs mains parce qu'ils ne prenaient pas l'initiative d'aller le chercher. Ils vont encore moins le chercher si l'objet est derrière eux parce que ça va demander un retournement
et donc une rotation autour de l'axe. Et comme on va le voir tout à l'heure, l'axe est quand même extrêmement important, puisque c'est ça qui permet de se tenir debout, etc. Mais ça, on le verra tout à l'heure, donc je n'en parle pas maintenant. Le fait d'avoir des vertiges pendant les mouvements, ça facilite pas non plus les déplacements. Comme on l'a dit aussi tout à l'heure, le bébé, des fois, il préfère rester sur le dos. Voilà. Et quant à l'hypertonie, elle est, comme je disais tout à l'heure, elle est existante et des fois excessivement présente. Elle est aussi présente du fait que l'enfant qui a des troubles du tonus et de la régulation, pour se tenir debout, va se montrer extrêmement raide. Il va être obligé de se figer. D'où tout à l'heure, comme on disait, le polygone de sustentation élargi pour tenir debout, mais ça va aussi avec une position des bras en chandelier, ça va aussi avec une raideur de la nuque, ça va aussi avec une raideur du bassin, qui fait que les déplacements se font un petit peu comme un automate, que l'enfant va pas avoir envie de se baisser pour ramasser un objet, parce qu'il sait qu'il va chuter, donc il fait une économie de mouvement qui ne facilite pas son exploration. Donc voilà où il faut intervenir, bien évidemment, et trouver des astuces et des solutions pour qu'ils prennent plaisir quand même à le faire et à découvrir ces mouvements. Voilà, donc c'est ce que je disais, il y a un regroupement tonique qui est excessif et qui finalement invalide les déplacements. Et ça a évidemment un impact sur la motricité globale et les coordinations. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose, mais j'ai oublié ce que c'est, je ne sais plus. Ah oui, alors maintenant arrive un dessin qui vient illustrer un petit peu ce que je viens de dire. Alors il y a le petit point là. Bon là c'est une illustration d'une hypotonie. Là des fois il y a des enfants qu'il faut soutenir carrément pour qu'ils puissent tenir en position verticale. Il y a ce jeu qui est un empilement de briques, mais ce qui est important sur cette photo, c'est surtout la présence de la psychomotricienne derrière l'enfant qui vient tenir le dos de l'enfant, le soutenir, puisque une fois que le dos est soutenu, il peut enfin s'intéresser à ce qu'il fait avec ses mains. Il y a la bascule que tout le monde connaît, qui leur fait souvent peur parce qu'il faut qu'ils acceptent d'être balancés d'avant en arrière. Et il y a ces deux photos qui montrent des enfants qui sont hyper bien installés parce qu'il y a eu un dispositif qui a été mis en place pour qu'ils se sentent bien calés, bien enveloppés et sécurisés. Voilà. Donc ensuite, au niveau posture, accordage et portage, donc on a vu à quel point la posture était importante chez ces enfants qui sont en recherche d'appui. Et donc, si on veut être dans le travail avec eux, que ce soit au niveau de la motricité fine, dans la manipulation par exemple, ou que ce soit dans la motricité un peu plus globale en position debout, la posture contenante va être importante à mettre en place chez ces enfants. C'est vraiment la première chose à laquelle il faut qu'on pense. On ne peut pas proposer un jeu de ballon à l'enfant debout au milieu de la pièce sans qu'il ait un appui, par exemple, au niveau du dos, en tout cas dans un premier temps de la rééducation. Puis ensuite, peut-être progressivement, juste une main au niveau de son dos et progressivement lâcher ses appuis. L'appui dos va vraiment permettre la fixation du regard. L'enfant, ça va le sécuriser dans sa posture et ensuite, il va pouvoir expérimenter au niveau moteur et aussi au niveau visuel, regarder vraiment ce qui se trouve autour de lui. Il y a vraiment ce besoin constant d'être soutenu. Donc on imagine que l'accordage est altéré chez ces enfants, que ce soit tout à l'heure comme on a pu le dire avec la maman ou les parents, dans les premières relations qui se mettent en place, avec les autres membres de l'entourage, mais aussi avec les autres enfants. Effectivement, dans la cour de récréation, dans les jeux à plusieurs, comment arriver à être dans l'action motrice et à être dans le jeu avec les autres quand soi-même on n'arrive pas à sentir son corps et à le rééquilibrer et à regarder ce qui se passe, et quand on est dans cette sensation de mouvement un petit peu perpétuel. Donc l'importance d'encourager au niveau du portage, au niveau de cette structure de l'arrière-plan, au niveau du dos,
et donc d'expérimenter un petit peu toutes les différentes techniques de portage qui peuvent exister pour trouver celle adaptée à l'enfant et sensibiliser les familles au portage, que ce soit au portage à bras en soutenant bien l'arrière-dos et la base du bassin au niveau des fesses, mais aussi au niveau du portage en écharpe ou de certains porte-bébés qui sont bien adaptés pour pouvoir rester dans une communication avec l'enfant et puis pour qu'il puisse se sentir en sécurité et expérimenter. Donc là, par exemple, on a des situations, donc des petits dessins, donc le portage en écharpe ou à bras par une maman, tout ce qui est l'accordage à deux, donc travailler en séance, c'est très intéressant aussi de travailler en binôme lors des séances de psychomotricité, et de travailler sur tous les jeux d'accordage à deux, de pousser, de repousser, de suivre l'autre, d'oser être tiré, d'oser être déplacé, et puis pour que l'enfant puisse progressivement arriver à suivre les mouvements de l'autre et accepter à l'école de donner la main à son camarade. Par exemple, tu parlais des escaliers pour descendre les escaliers, parce que souvent les institutrices ou les instituteurs, il faut se mettre 2 par 2 en rang. Pour ces enfants, c'est très difficile d'accepter de donner la main à un camarade. Donc de faire tous ces jeux d'accordage. Et puis on voit sur la photo là, de l'enfant qui est en train de faire un jeu de pêche à la ligne, quand on est dans cette situation de déséquilibre où on est un petit peu en hauteur sur une marche, où il faut coordonner son regard sur une cible, où il faut coordonner sa motricité de la canne pour aller attraper le petit poisson, l'importance de la psychomotricienne derrière pour maintenir un petit peu au niveau de l'arrière-fond, au niveau du dos et aider à cette posture plus adaptée. Alors, l'axe corporel, c'est une notion extrêmement importante aussi, puisqu'elle a été beaucoup développée par André Bullinger, qui parle beaucoup de l'axe corporel. La construction de l'axe corporel s'élabore grâce à une lutte contre le flux gravitaire, puis s'oriente vers un redressement céphalo-caudal grâce à l'intégration vestibulaire de la verticalité. Là, c'est une phrase donc de Bullinger. C'est extrêmement important. C'est vrai que le redressement céphalo-caudal, c'est quelque chose qui intervient au niveau de la maturation du système nerveux, donc qui part de la tête et qui va vers les pieds. Ensuite, il y a la loi proximo-distale qui part du centre de l'axe du corps vers les extrémités. Et cette maturation, évidemment, va être perturbée chez les enfants qui ont des troubles vestibulaires. Il ne faut pas oublier que l'axe du corps, c'est quand même ce qui nous permet d'être vertical, c'est ce qui nous permet de tourner autour de soi-même, d'avoir des rotations. C'est justement ce qui est difficile pour eux. C'est vrai qu'on peut en parler aussi d'un point de vue physique, certes, mais aussi d'un point de vue psychique, d'où l'importance du maintien et du soutien et de l'aide et de l'impact de la bienveillance de l'entourage aussi. Voilà. Le lien entre la verticalité et l'axe corporel, il est évident, il est vraiment présent. Il permet le maintien corporel. C'est sûr que si on n'a pas cet axe, il n'y a pas moyen de se tenir debout. Ce qui est proposé et qui est beaucoup développé dans le petit livret d'Akfous qui avait été fait sur les troubles vestibulaires, c'est l'importance des jeux qui consistent à faire des jeux verticaux. Enfin, de proposer à l'enfant, par exemple, de construire des tours avec des cubes, éventuellement de les faire tomber pour après les ramasser, donc est obligé de se pencher pour ramasser. Donc là, on reste dans une activité qui reste ludique, mais qui peut permettre effectivement de faire un entraînement. C'est aussi chez les tout petits, tout simplement empiler des petits cubes. C'est comme dans le petit livre, il était marqué avec un lit à barreaux, mettre des barreaux en couleur pour que l'enfant commence déjà à distinguer la verticalité. C'est mettre des post-it sur les murs. C'est par exemple, si on a la chance d'avoir un couloir, de pouvoir mettre des photos sur le couloir et que l'enfant puisse aller d'une photo à l'autre. Donc il y a déplacement, il y a vision, il y a préhension, il y a anticipation. Changer les photos de temps en temps pour que ce ne soit pas lassant. Mais enfin, disons qu'il y a plein d'exercices à faire qui permettent effectivement de travailler l'axe.
La perception de l'espace arrière. Alors ça, c'est une notion extrêmement importante aussi, parce que les enfants sourds ont des difficultés pour comprendre et reconnaître l'espace arrière. L'espace arrière, c'est quelque chose que l'on vit quand on est entendant à 360 degrés. On entend ce qui vient dans notre dos, on entend les pas de la personne qui va approcher, on entend si quelqu'un va ouvrir une porte, on peut anticiper ce qui va se passer. L'enfant sourd, lui, il ne peut pas anticiper, et tout ce qui surgit devant lui surgit de façon des fois imprévue et lui fait peur, puisqu'il n'a pas pu l'anticiper. Voilà. Bon, il y a plein d'exemples qui sont donnés, évidemment, comme la maman qui prépare un biberon et qui dit « je te prépare un biberon » et qui fait patienter l'enfant. L'enfant sourd, lui, ne peut pas entendre la maman qui prépare, donc des fois, ça peut surgir sans qu'il ait pu se préparer à cet événement du nourrissage. Il y a aussi le fait de rentrer dans une chambre où il y a un enfant sourd et d'ouvrir la lumière. Et lui, il n'a pas eu le temps de se préparer à ça, puisqu'il n'a pas entendu les pas dans le couloir qui permettaient de se dire « tiens, il y a quelqu'un qui approche, il va peut-être se passer quelque chose ». Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que l'espace arrière, du coup, il n'est pas du tout existant. Souvent, ces enfants voient les plans en plat et pas forcément en 3D. Et ça a de l'importance pour la construction de l'espace et des volumes et de la 3D. Et donc, il y a plein d'exercices qui sont proposés pour que, justement, l'espace arrière soit investi. Alors, il n'y a pas toutes les photos, là, mais il y a aussi des exercices comme, par exemple, mettre des sacs à dos très lourds sur le dos de l'enfant et le faire marcher avec. Il y a marcher à 4 pattes avec une peluche dans le dos, enfin, bon, ou tirer un objet derrière soi. Enfin, il y a plein de jeux comme ça qui seront dans le livret et qui montrent que travailler l'espace arrière, c'est extrêmement important. Parce que chez eux, des fois, puis toutes les notions spatiales, hein, si on n'a pas les notions spatiales, on ne peut pas acquérir de connaissances et on va avoir des difficultés pour les apprentissages. Là, ici, sur le dessin, là, il y a donc une balle à picot qui est passée dans le dos de l'enfant pour qu'il puisse sentir sa colonne vertébrale. Il y a des exercices qui permettent d'allonger la colonne vertébrale. Ici, là, c'est passé dans des fils, mais ça veut dire aussi se rendre compte de la verticalité. Ici, quand on marche avec des plots, on appelle ça les boîtes de conserve, mais c'est les plots, on est obligé de se tenir droit, sinon ça ne marche pas. Et là, il y a l'empilement des cubes qui montrent que la verticalité, il faut la ressentir en soi, mais il faut la voir à l'extérieur pour bien la comprendre. Et on comprend aussi pourquoi, quand on n'a pas de verticalité, on ne peut pas faire des dessins avec des bâtons. La verticalité, il faut déjà la ressentir avant de pouvoir la reproduire. C'est pour ça que souvent, des dessins d'enfants qui ont des troubles vestibulaires, ils sont souvent horizontaux. Et puis tous les jeux de ballon, par exemple, qu'on peut faire, mais lancer le ballon derrière soi, pour un enfant vestibulaire, c'est difficile. Le ballon va rester devant, et d'essayer de le lancer derrière, que ce soit entre les jambes, que ce soit en hauteur, et ben mine de rien, c'est pas si simple que ça. Oui. Oui. Et puis il y a aussi les objets éparpillés dans la pièce qu'il faut ramasser, et donc il faut explorer tout l'espace pour pouvoir les trouver et après les mettre dans une boîte. Enfin, ce sont des stratégies de jeu qui permettent que l'enfant puisse faire des exercices qu'il ne ferait pas spontanément tout seul. C'est surtout ça. Voilà. Ah oui, comme disait Elisabeth ce matin, le référentiel égocentré s'articule autour de l'axe corporel longitudinal, qui est une ligne imaginaire de la tête vers les pieds. C'est une ligne imaginaire, mais elle est quand même présente. On a tous conscience de notre axe corporel. Voilà. Donc au niveau de l'équilibre, le système vestibulaire, donc c'est vraiment le capteur qui participe à garder notre équilibre, que ce soit statique ou dynamique, comme on a pu le dire tout à l'heure.
Donc c'est un détecteur, mais c'est aussi un déclencheur. C'est ce qui va nous permettre de sentir qu'on est en train de bouger, mais aussi quand on est en train de chuter, ça va nous permettre de mettre en place, d'activer les muscles de la tête pour remettre la tête droite, d'activer au niveau des bras pour le réflexe parachute, par exemple, comme on a pu le dire tout à l'heure. Et donc, quand cette perception de la verticalité est défaillante ou absente, on imagine tout l'impact que ça peut avoir sur l'équilibre de manière un petit peu globale, avec donc cette absence de détection des différents mouvements. Quand l'enfant tourne la tête, donc il y a la sensation de tourner la tête, mais aussi il y a tout le corps qui bouge pour lui. Donc il y a cette sensation un petit peu que tout le monde environnant autour de lui est en mouvement. Et donc le déficit des réflexes parachutes qui va être important à travailler en psychomotricité, donc par exemple en allongeant un enfant sur un gros ballon et en le basculant vers l'avant pour essayer d'aller mettre ses mains au sol, puis progressivement de mettre des cibles de couleur au sol où il faut changer ses appuis. Par exemple aussi ça peut se faire debout un peu en mode culbuto ou le pousser légèrement vers un mur qui puisse être capable de se repousser avec les mains, de saisir des objets, voilà, tous ces jeux qui mettent en avant ces réflexes et pour essayer de les mettre de manière un petit peu automatique. Et donc l'enfant garde le maximum d'appui pour éviter ces déséquilibres et ces chutes et donc va limiter son exploration motrice au sens large, comme on l'a exprimé tout à l'heure, des enfants qui sont en repli et où là, il va vraiment falloir essayer de mettre en place la motricité au sens large et multiplier autant que possible toutes les explorations motrices d'équilibre et de motricité globale. Donc, par exemple, c'est des enfants qui vont peut-être à la maison ne pas sauter sur le lit des parents, ne pas escalader le canapé. Et donc, ça va être important pour nous de pouvoir leur proposer en séance des situations d'escalade où on renverse, par exemple, une table, les chaises, tous les tapis qu'on a dans la salle et essayer d'escalader ces différents modules pour pouvoir aller d'un point A à un point B. Et puis progressivement, on complexifie, on essaye de passer d'un appui bipodal à un appui unipodal pour pouvoir enjamber quelque chose. Donc là, on est dans la situation de jeu, mais ça se retrouve aussi dans le quotidien quand il faut descendre d'un trottoir, quand il faut monter un escalier, quand il faut passer par-dessus un obstacle qu'il y a au sol. Et puis là, on est sur des sols qui sont, on va dire, stables au niveau du plancher ou de la moquette qu'on peut avoir dans les salles, mais on peut aussi le travailler de manière un peu plus complexe sur des sols mous et instables. Là, on a par exemple un cylindre donc, qui est mou, mais qui est aussi qui roule, donc qui met une complexité un petit peu plus importante, où là, la petite fille est toute seule, mais dans un premier temps, on va lui proposer, comme on a dit, un appui au niveau du dos, la main du psychomotricien, progressivement lâcher cet appui, lui proposer, elle, de se tenir contre le miroir là, pour qu'elle puisse s'observer en même temps, et donc lui permettre de se mettre en risque en toute sécurité et d'être plus active au niveau de son équilibre et de sa motricité. Et puis, on travaille aussi sur l'équilibre assis, parce que dans la vie, on n'est pas toujours debout. Et par exemple, en classe, on est assis sur une chaise. Et donc, pour ces enfants, d'être dans des apprentissages assis pendant plusieurs heures en classe, c'est difficile. Donc, on va pouvoir proposer ça d'abord sur des travails sur chaise, et puis ensuite, en augmentant la complexité, par exemple sur un gros ballon, de passer de 2 pieds à 1 pied, en maintenant l'équilibre, puis progressivement de lâcher les 2 pieds, et puis d'être progressivement dans une dynamique d'équilibre encore plus importante en mettant, par exemple, un jeu d'échange de ballons. En lançant le ballon, il faut lever un pied, donc quitter un appui, puis progressivement lever les 2 pieds et essayer de se rééquilibrer sans tomber. Donc on est toujours dans des exercices où progressivement on augmente la difficulté pour que le moyen de compensation puisse se mettre en place et aller toujours plus loin. Il y a aussi un détail qu'on peut rajouter, c'est que souvent les enfants qui sentent qu'ils vont perdre l'équilibre exécutent ce qu'on leur demande très rapidement. C'est-à-dire que si par exemple ils doivent marcher sur une ligne, ils vont le faire à toute vitesse. Ou s'ils doivent sauter pieds joints, ils vont le faire très vite. Parce que la vitesse va leur permettre d'avoir plus de stabilité. Donc il faut être vigilant à savoir que ce n'est pas parce qu'ils sont à l'aise qu'ils le font, c'est le contraire. Donc il faut vraiment être
Et aussi, ce qui est important, c'est que l'immobilité est aussi difficile, puisque si par exemple on leur demande de marcher sur un banc debout ou sur une poutre, ils vont le faire très vite, évidemment. Mais s'ils doivent le faire lentement, ça va être plus difficile. Et s'ils doivent rester debout sans bouger, alors là, c'est terrible. Voilà. Donc, faut être vigilant, quoi. Alors, vision regard, ça aussi c'est un gros morceau parce que voilà. Sans le réflexe vestibulo-oculaire, le flux visuel noie l'enfant dans un trop-plein d'informations. Ça veut dire en fin de compte que quand il fixe quelque chose, il y a tellement de sollicitations, il y a tellement de choses qui se passent à droite, à gauche autour de lui, que pour fixer quelque chose, donc pour mobiliser la vision focale, il faut qu'il soit en condition de pouvoir le faire. C'est-à-dire d'être bien installé, d'avoir le dos calé, comme on a dit tout à l'heure, pour libérer justement le fait d'être tout le temps obligé de chercher comment il va faire pour tenir assis. Parce qu'on a oublié de le dire, c'est que l'enfant, quand il est assis, qu'il a des troubles vestibulaires, eh ben, c'est pas parce qu'il est assis qu'il est forcément confortable, étant donné qu'il va chercher sans cesse à trouver son équilibre, parce que son corps va pencher d'un côté, il va pencher de l'autre, il va se pencher en avant, et la vision, elle n'est pas fixe, et du coup, quand il a quelque chose à faire, ben, il n'arrive pas à le voir, parce qu'il n'arrive pas à se fixer, il a son axe qui n'est pas en place. Alors, il est constamment en double tâche, c'est-à-dire que même en plusieurs tâches. Oui, pas forcément voilà. que deux, mais parce que voilà, d'être assis pour nous c'est quelque chose qui est assez simple et de pouvoir être dans un regard, dans des apprentissages. Chez ces enfants, il faut déjà qu'ils se concentrent à maintenir leur axe, à se maintenir de manière sécurisée, assise, les appuis au sol. Enfin, on y viendra cet après-midi sur les différentes adaptations à mettre en place en classe, par exemple, pour que justement cette posture assise soit la plus confortable et décentre l'enfant de cette nécessité d'être attentif à la position de son corps pour pouvoir faire autre chose. Voilà. Et c'est vrai qu'ils peuvent adopter des positions et des attitudes très curieuses, puisque la fatigue aidant, ils vont par exemple des fois poser carrément la tête sur la table, ou bien moi j'en ai vu qui mettaient la tête sur la table et les jambes sur le dossier de la chaise. Chercher des positions, n'importe quoi, pour pouvoir se reposer, quoi. Donc, ils ont effectivement, comme tu disais, une double tâche permanente parce qu'il faut qu'ils fassent attention à ce qu'on leur dit, à ce qu'on leur demande, à ce qu'ils ont à faire, et en plus à trouver leur équilibre, même intérici. Alors, c'est complexe, sans compter que la vision périphérique, donc, elle est instable, que si quelqu'un bouge à côté, bah, ça va les perturber. Comme la vision périphérique ne fonctionne pas bien, bah, du coup, ils vont tourner la tête pour voir mieux ce qui se passe. Du coup, quand ils tournent la tête, bah, ils perdent ce qu'ils voyaient devant. Enfin bon, c'est complexe. De même que, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut en parler, mais quand il y a un travail à faire sur la table et qu'ils doivent lever le regard pour aller voir ce qui se passe sur le tableau, eh bien, entre le moment où ils regardent le tableau et le moment où ils retournent sur la feuille, ils ont déjà perdu l'information. Alors, ça entraîne évidemment des grosses lenteurs. Et bon. Mais on en parlera peut-être plus dans la journée. Donc, ce manque de stabilité et de fixation, bah, ça va entraîner un manque de plaisir d'exploration. Donc, le problème de mouvement des yeux permanent ne va pas faciliter non plus la lecture. Donc notre but à nous, enfin notre travail, c'est d'encourager ce repérage visuel pour les aider dans les déplacements, les aider à coordonner leurs gestes, à ajuster leurs mouvements, aider la vision focale à suivre une cible fixe ou en mouvement. Alors ça, il y a plein d'exercices pour ça. Et la gestion des flux visuels lors des déplacements. Alors donc dans les dessins, ce que l'on voit, c'est que par exemple ici, les bulles de savon, c'est bien parce qu'elles s'élèvent dans l'espace un peu de n'importe où. Il y en a à côté, au-dessus, derrière. Donc ça oblige l'enfant à les suivre des yeux. Et en général, ça les amuse beaucoup. Donc c'est une activité qui leur fait beaucoup travailler la vision.
Il y a les fils aussi avec des choses pendues qui les attirent. Il y a regarder dans une longue vue aussi pour essayer de canaliser au moins une vision avec... Alors évidemment, il ne faut pas demander qui ferme un œil pour mieux regarder dedans, mais disons que ça les amuse aussi de mettre la lunette sur l'œil. Il n'y a pas le dessin de ça, mais ce qui est pas mal, c'est de prendre un ballon de baudruche très léger, de le mettre une ficelle et de le mettre en l'air pour qu'il puisse taper dedans. Travailler avec des ballons de baudruche aussi, c'est intéressant parce qu'ils sont très légers et ils mettent du temps à arriver. Donc eux, ça leur donne le temps pour le voir arriver. Comme on disait tout à l'heure, un jeu de ballon, ça va trop vite pour eux. Même s'ils sont bien calés contre le mur, il faut quand même savoir qu'il leur faut du temps pour le voir, pour anticiper la venue de cet objet. Et puis là, il y a un dessin, il y a une photo du jeu du lynx. Vous savez, où est Charlie, ou tout ça. Il faut chercher un personnage qui est noyé dans plein d'informations. Et voilà. Et là, je ne sais pas ce qu'ils font. Ah oui. Et là, c'est une activité où il faut avoir la précision du regard en même temps que la sollicitation des membres inférieurs. C'est un peu plus complexe. Et quant à ce dessin-là, j'en parle pas maintenant parce qu'on en reparlera à la fin. Et on peut proposer aussi pour tout ce qui est fixation du regard dans des situations de déplacement et d'équilibre dynamique, lors d'un parcours par exemple, où un parcours change de direction, fixer au mur des repères au niveau visuel. Alors moi par exemple j'ai des yeux partout dans ma salle, mes collègues en rigolent beaucoup d'ailleurs, mais voilà où effectivement il faut avoir les yeux fixés sur le petit dessin où il y a les yeux pour pouvoir maintenir son corps droit, pour pouvoir être dans l'action motrice. Donc encourager la fixation visuelle avec ses repères et progressivement diminuer ses repères visuels pour que l'intégration se fasse. Oui, c'est vrai, ça c'est un détail qu'on n'a pas dit et qui est extrêmement important. Quand par exemple un enfant marche sur une poutre ou sur une bande, il faut éventuellement lui mettre une peluche ou une photo, quelque chose devant les yeux pour qu'il ait le regard qui soit bien droit et qu'il puisse fixer bien devant lui. Du coup, ça l'aide à maintenir son équilibre. Et puis il est motivé pour aller chercher la peluche ou l'objet. Parce qu'il faut trouver des stratégies pour que le regard se fixe. Et d'ailleurs, les enfants sont très demandeurs de ce repère visuel. Moi, des fois, quand j'oublie de les mettre, ils sont où mes petits yeux ? J'en ai besoin pour faire ce que tu me demandes. Donc c'est vraiment à avoir en tête. On me fait signe qu'il faut qu'on se dépêche. Alors, au niveau de la proprioception, on ne va pas revenir sur la définition parce qu'Elisabeth l'a expliqué tout à l'heure. Mais effectivement, quand la gravité elle n'est pas perçue par le vestibule, il reste la proprioception. Donc justement, le petit trépied que tu disais, si on est en équilibre sur un tabouret à 3 pieds, qu'est-ce qui fait qu'on tient notre équilibre ? Alors c'est grâce au vestibule sur un pied, c'est grâce au regard et à la vision sur l'autre pied, et c'est grâce à la proprioception, le 3e pied. On imagine que quand le vestibule est défaillant ou ne fonctionne pas du tout, il faut vraiment renforcer ces 2 autres pieds du tabouret pour tenir debout. Et surtout quand on est dans des syndromes où la vision diminue, et voire devient absente un petit peu plus tard, l'importance de vraiment renforcer la proprioception à fond. Donc en renforçant toutes les informations proprioceptives, en proposant des expériences sensorielles multiples, que ce soit au niveau des appuis plantaires, mais aussi au niveau manuel. Alors ça va être tout ce qui est marcher, alors effectivement souvent pieds nus, c'est encore mieux, ou en chaussettes, multiplier la marche et les déplacements dans des surfaces d'appui différentes, que ce soit sur des surfaces très molles, là par exemple sur la coccinelle, dans des boîtes où on va multiplier la sensation au niveau proprioceptif, des plumes, du sable, des choses qui piquent, des choses qui sont douces. Aller en extérieur pour ceux qui peuvent et aller marcher pieds nus dans l'herbe, pieds nus sur le goudron et multiplier les différentes surfaces d'appui. Et puis progressivement retirer le côté visuel pour vraiment renforcer au niveau proprioceptif. Et puis il va être aussi tout ce qui peut être reconnaissance au niveau des différentes textures. Donc là, yeux fermés, passer différentes balles à picot et différentes textures sous les pieds et essayer de reconnaître laquelle on a utilisée.
Le schéma corporel et l'image du corps, c'est un gros morceau qui me tient à cœur. D'ailleurs, je devais vous présenter un cas clinique, mais on n'aura pas le temps de toute façon. Mais pour résumer, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a commencé à faire des dessins à son arrivée, qui étaient absolument hallucinants. Voilà, voilà, alors comme ça on va aller vite. Voilà, et voilà comment il se dessinait, vous voyez. C'était 3 morceaux, et encore il fallait lui demander ce que c'était. Hein. Voilà. Le travail mis en place a permis qu'ensuite il puisse se dessiner un petit peu plus de façon... Alors, il y en a eu d'autres entre-temps, hein, mais j'ai mis les 4 plus significatifs. Après, il mettait les bras sur les oreilles. Là, heureusement, il y a les oreilles et les bras. Bon, c'est déjà mieux. Ensuite, il a commencé à mettre un bras... non, les 2 bras sont toujours sur la tête, mais il n'a pas de corps. Et enfin, le dernier, il est un petit peu plus expressif. Il a des cheveux, il a des grandes oreilles, il a un cou, un corps, et il a enfin les bras. Donc, ce cheminement... Et les pieds, surtout. L'appui au niveau des pieds. Voilà. Ce cheminement, il a été long. C'est vrai que le schéma corporel, c'est important parce que quand on a des troubles proprioceptifs, tout ce qui est reconnaissance des sensations au niveau des articulations, au niveau des ligaments, au niveau des muscles, tout ça est complètement perturbé. Que si on ne sent pas déjà son corps, on peut absolument pas se le représenter. Que si on ne se voit pas bouger, si on ne voit pas bouger les segments de son corps, on ne peut pas non plus les rassembler. Que si tout est éclaté, ce n'est pas évident de pouvoir dessiner un bonhomme. Donc, le schéma corporel, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et la pauvreté du dessin en est une expression et une des conséquences, évidemment, qui est à prendre en compte. Mais surtout, pas le prendre en compte en fonction d'une histoire de réussite de dessin ou non, mais en fonction de ce qu'est l'intégration de son corps dans son esprit, dans son psychisme, comment on intègre son image corporelle et comment on peut la retranscrire. C'est très important. Aristote, il en parlait. Il avait fait une hypothèse il y a très longtemps dans son Péripuchès. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous verrez. Ce sont des écrits qu'il a fait il y a très très longtemps. Et il disait déjà que la perception de l'espace visuel se construit à partir des afférences rétiniennes. Et ça, c'est très important. Parce que ce que l'on voit, ce qu'on perçoit, la façon dont on perçoit le corps de l'autre, son propre corps, la façon dont on se représente, dont on s'imagine. Alors, il est important de dire, là, par exemple, que ces enfants font souvent des dessins de bonhommes penchés. C'est amusant, parce que... Enfin, c'est amusant. Si, c'est amusant quand même, parce de voir qu'ils se vivent penchés et ils se dessinent penchés. Voilà. Alors donc, on leur propose évidemment tout un tas d'activités qui permettent de mettre en jeu le corps. Bon, là, ne sont pas dessinées, par exemple, des activités où on fait leur silhouette sur une feuille, où on fait leur silhouette sur un miroir, où ils découpent, où ils font des bonhommes en pâte à modeler, enfin bref, toutes les choses où on peut éventuellement représenter le corps. Et puis aider à la conscience au niveau du corps aussi, en travaillant sur tout ce qui peut être la mobilité au niveau des différentes articulations, tout ce qui est jonction au niveau du corps, savoir que l'épaule, c'est ce qui permet de tenir le bras au buste et quels mouvements sont possibles au niveau de cette épaule et de mobiliser comme ça les différentes articulations possibles. Et du coup, pendant que tu dis ça, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, on leur demande où est ton cou, où est ton bras, où est ta jambe, et puis souvent, ils ne savent pas l'indiquer. Bien sûr aussi, il y a beaucoup de difficultés pour eux quand on commence à aborder le genou, les coudes, qui sont des notions plus complexes, et du coup, ils sont complètement perdus. Et même oralement, c'est pas évident non plus. Ou alors des fois, alors j'ai vu aussi un enfant qui se touchait et après se dessinait. Alors c'était assez amusant. Ouais, il fallait qu'il touche pour pouvoir éventuellement le dessiner. Il y a aussi, c'est pas marqué là, mais la relaxation est très importante puisque on peut, grâce à une ambiance agréable, pouvoir avec une balle
pouvoir passer sur le corps et ça leur donne des sensations qui sont intéressantes parce que si on fait un dessin avant la relaxation et un dessin après, on voit que le dessin n'est pas du tout le même. Et que si par exemple on a passé une balle sur les doigts, ils peuvent se dessiner avec de très longs doigts. Donc il y a quelque chose quand même qui s'inscrit dans la mémoire sensorielle de ce qu'ils viennent de vivre. Donc on va passer rapidement à l'espace parce qu'Elisabeth en a quand même beaucoup parlé tout à l'heure, mais pour appréhender l'espace, il faut pouvoir l'expérimenter dans l'action. Et donc on a vu que ces enfants expérimentaient assez peu au niveau moteur et donc au niveau de tout ce qui peut être déplacement. Donc là, on va proposer toutes les expérimentations motrices, que ce soit au travers des parcours, sur, sous, à côté, loin, passer par-dessus, passer par-dessous, en mettant vraiment l'importance sur la verbalisation, que ce soit oral, que ce soit en signe. Et puis aider aussi beaucoup au niveau du support visuel et au niveau du dessin. Vraiment la représentation de l'espace par le dessin ou en volume, en pâte à modeler ou avec des mini-objets pour aider à prendre conscience davantage de cet espace. Et tout ce qui peut être aussi en lien avec les constructions et l'orientation spatiale. On l'a dit avec les cubes tout à l'heure, la construction, le passage de surface plane en surface de 2D en 3D. Donc là, par exemple, on voit la représentation d'un parcours au niveau graphique avec l'importance de mettre en place des flèches qui montrent vraiment l'action à effectuer par l'enfant. Donc le parcours dessin peut être fait avant, mais peut aussi être fait après pour aider l'enfant à exprimer ce qu'il a pu faire auparavant. On peut être aussi dans mettre en place un mini-parcours en créant des mini-objets ou en achetant des boîtes qui existent déjà toutes faites, de pouvoir d'abord représenter le parcours existant pour pouvoir le faire avec le petit Playmobil avant de le faire soi-même en action au niveau moteur. Là, on est dans le passage à la 2 dimensions, à la 3 dimensions. Appréhender l'espace arrière, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, j'essaye d'aller vite. Là, ce dessin-là, c'est une petite fille qui met donc un ballon dans une boîte, mais elle a le dos appuyé contre un mur. C'est important. On ne lui fait pas faire l'activité sans qu'elle ait un soutien. Et puis aussi tout à l'heure, pour le petit garçon, j'y reviens. Le petit garçon, il avait tellement pas conscience de son existence et de son corps que quand, je me souviens, j'avais un stagiaire à l'époque qui s'était mis sous un drap, il s'est mis à hurler parce qu'il ne pouvait pas l'imaginer sous le drap. C'est-à-dire que si l'objet disparaissait de ses yeux, il ne pouvait pas le mentaliser. Vous voyez, c'est l'histoire du Forda, de la bobine, etc. C'est vraiment l'impossibilité de mettre en mémoire la présence de l'autre. C'est-à-dire de le mentaliser, quoi. Ça, c'est quand même étonnant, hein, c'est quand même époustouflant. Hein. Alors, un enfant qui est en permanence en double tâche, il faut qu'on lui propose des possibilités de trouver le moyen déjà de ne plus être perturbé par la recherche de son équilibre quand il est assis, qu'il ne penche pas, lui trouver une chaise avec des accoudoirs, un bandeau bien calé. Voilà, mais ça, ce sera abordé cet après-midi, donc je ne veux pas empiéter. Mais c'est vrai que si on considère que le corps n'est pas stable, ce n'est pas possible de maintenir une action, c'est évident. Et que... Il y a beaucoup d'enfants qui vont donc adopter une attitude de repli et d'évitement parce qu'ils n'ont pas envie d'être toujours en échec, ils n'ont pas toujours envie de rater ce qu'on leur demande. Et il y a beaucoup d'évitement quand même, je trouve, quand on commence à leur demander des choses un peu plus complexes, ça ne leur plaît pas. Et donc des difficultés attentionnelles et de concentration qui sont importantes en classe. Souvent on dit mais ces enfants c'est pas possible, ils n'arrivent pas à se concentrer, ils écoutent rien, ils sont pas dans la communication. Effectivement, quand on a toutes ces difficultés, comment être capable d'être attentif sur un exercice de maths qui se trouve en face de nous, c'est ça qui est vraiment... Et il y a aussi quelque chose d'important à savoir, c'est que même chez les enfants qui n'ont pas de trou vestibulaire, qui sont tendants, le fait de rester assis n'est pas toujours facile. En Allemagne, ils ont trouvé une solution. Ils ont fabriqué des chaises dans les écoles, et dans les collèges et dans les universités qui sont faites d'une seule pièce et qui permettent de se balancer. Parce que quand on se balance, le cerveau capte davantage les informations et enregistre bien mieux. Alors que dans nos institutions, dans nos écoles, quand un enfant est assis, il ne faut pas qu'il bouge. Il y a aussi des enfants qui apprennent mieux quand ils sont debout.
Mais dans les classes, on n'autorise pas que les enfants soient debout, évidemment. Mais ces enfants, ils ont besoin de bouger. C'est pour ça qu'il est important qu'on puisse rencontrer les instituteurs, les partenaires, pour leur expliquer des fois qu'il y a des explications à donner à la classe en expliquant que c'est exceptionnel, que cet enfant là, et qu'il faut comprendre qu'un enfant, des fois, a besoin de partir 2 minutes dehors, etc. Et donc, on a aussi toute la sphère au niveau du graphisme qui est impactée par une atteinte vestibulaire, avec donc des praxies qui sont maladroites. Cette difficulté hypotonique qui est présente, elle se répercute évidemment au niveau du graphisme, que ce soit au niveau de la tenue assise, donc on l'a déjà dit et répété, au niveau de la tenue de la tête aussi, avec ces enfants qui ont tendance à s'appuyer sur un bras pour écrire, enfin sur une main, à s'appuyer la tête contre la table, et souvent on leur dit redresse-toi, tu peux pas écrire. Si, justement, lui, c'est sa manière d'écrire parce qu'il a besoin de plus d'appui. Cette hypotonie aussi au niveau de la tenue du crayon et donc au niveau de la trace écrite simplement, que ce soit au niveau dessin ou écriture après pour les plus grands. Et puis ce lien avec l'espace aussi, on l'a vu, et donc tout ce qui est la difficulté au niveau de la connaissance et de la compréhension de la topologie de la feuille, de l'espace, simplement d'écrire la date en haut à droite, écrire son prénom en haut à gauche. Demander ça à certains enfants, des fois, c'est très compliqué. Donc tous ces troubles de la régulation tonique au niveau postural, de la difficulté au niveau de l'ajustement visuel avec la fixation visuelle qui est de courte durée, et comme disait Sylvie tout à l'heure, de regarder ce qu'il y a au tableau, puis ensuite de baisser la tête pour l'écrire sur sa feuille, on perd le référentiel visuel, du coup on perd l'information. Donc c'est des enfants qui vont être constamment en difficulté dans ce mouvement de bouger au niveau de la tête, et où du coup on va proposer des adaptations en classe. Juliette en parlera cet après-midi. Donc au niveau du graphisme, alors là on le voit, c'est un enfant qui s'est représenté penché, comme tu l'as dit tout à l'heure Sylvie. Effectivement, les enfants atteints qui ont une atteinte vestibulaire se représentent souvent penchés du côté de leur atteinte au niveau du graphisme. L'importance, nous, en tant que psychomotriciens, orthophonistes, de mettre par le dessin l'action qui va se dérouler. Donc là, des enfants qui partent en forêt dans un bus, de pouvoir l'expliquer en amont par le dessin pour aider à la compréhension. Et puis ensuite, tout le travail du graphisme et de l'écriture en mettant en avant au niveau proprioceptif, manipulation dans de la semoule, sur de la pâte à modeler, ressentir au niveau tactile, au niveau des doigts, pour pouvoir ensuite être dans une trace graphique la plus adaptée possible. Il est important de travailler assez tôt l'écriture chez ces enfants, et il est même recommandé de travailler directement sur l'écriture attachée, de ne pas passer par l'écriture bâton, qui est une perte de temps pour ces enfants, et d'aller directement sur une écriture au niveau attaché. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête pour les institutrices, voilà, en classe. Et puis il y a ce dessin-là aussi, qui est donc une lettre qui est faite en pâte à modeler. C'est vrai que de travailler avec des lettres en relief et en volume aide, parce qu'il y a plusieurs afférences sensorielles qui interviennent. C'est le fait de toucher et de regarder renforce la mémoire de la lettre. Voilà. C'est très important. Et de le faire yeux ouverts et yeux fermés. Et yeux ouverts, oui. Oui. Je dirais que juste ce qui étaye ce que tu dis là, Sylvie, c'est vraiment ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est l'intégration polysensorielle, l'intégration polyneurosensorielle qui se fait à tous les étages, donc, comme on a vu, et qui permet justement que le vestibule, il est rarement seul, il est seul au niveau des organes, mais après, au niveau de l'intégration, il est rarement seul, il y a les autres afférences sensorielles, et c'est ce qui permet justement la rééducation et notamment au niveau du graphisme, de travailler sur le toucher, de travailler sur la somesthésie de façon générale, l'autre partie proprioceptive que celle qui est due au vestibule, etc. La vue, bon, voilà. Et cela va se faire en fonction
effectivement des atteintes de l'enfant. Parce qu'il se peut, dans les pathologies qu'on voit, qu'on rencontre, il se peut que les enfants soient très atteints visuellement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et justement, là, on ne va pas travailler forcément la vue, on va travailler autre chose, la proprioception, voilà. Mais je crois que l'explication de base qui fait que la psychomotricité est importante et même capitale, c'est ça, c'est cette intégration polyneurosensorielle. C'est ça qui fait que la psychomotricité est capitale dans le sens où elle propose une approche globale à partir de toutes les afférences sensorielles. Voilà. Et même motrice. Donc, je veux dire, et quand tu as parlé, Sylvie, du schéma corporel, c'est ça aussi qui est important à retenir, c'est que ces enfants, ils sont en difficulté dans leur représentation de leur espace corporel parce que, dans le cas d'un réflexie vestibulaire complète, ils n'ont pas la représentation de la force de gravité, ils n'ont pas la représentation de l'axe. Et alors, on va travailler sur ce qui reste de la proprioception, c'est-à-dire les récepteurs articulaires, les récepteurs musculaires, la vision, voilà. C'est pour essayer de rassembler le corps autour d'un axe qui n'est pas perçu par la gravité, mais qui est perçu visuellement par l'autre ou par soi-même en miroir dans la glace. Voilà. Je crois que c'est important de toujours tout ramener comme ça dans cette globalité sensorielle. Voilà. Et on le voit là d'ailleurs dans cette dernière diapositive. Voilà, une simple activité motrice d'aller décoller une petite étiquette en hauteur avec un bâton, tout ce que cela peut mettre en jeu et toute l'importance du travail en psychomotricité. Tu veux ajouter ? On a choisi cet exercice parce qu'il est très parlant et qu'il mêle beaucoup de sensorimotricité et il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Oui, et donc l'appui plantaire, vraiment chez le nourrisson, chez le bébé, encourager les familles à laisser justement les enfants pieds nus, en chaussettes, ne pas mettre de grosses chaussures. Et ça, c'est pas toujours évident parce que les familles disent bah si, il a le pied mieux maintenu, il arrivera mieux à marcher. Non, justement, il a besoin des informations plantaires pour pouvoir apprendre à marcher. Et donc, on libère la sensation de la semelle pour pouvoir mieux ressentir ses appuis. Ben voilà, on a fini. On n'est pas trop en retard au final. Je ne sais pas si on a quelques questions et si on a le temps, mais... Je voulais juste rajouter, comme on parle de la déficience auditive et des troubles associés, il ne faut pas oublier que 20% des enfants avec déficience auditive, ils ont agénésie de bulbe olfactif. Ils ne sentent rien. Ah oui. Oui. Ça, il ne faut pas oublier. Oui, vrai, 20%. On ne le voit pas systématiquement, mais il faut le tenir. Voilà. La deuxième chose, entre 5 et 15% des enfants avec déficience auditive, ils ont des troubles cognitifs. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Et la troisième chose, comme Mme Lasserre le disait, elle a nommé certaines causes de la déficience auditive. Il ne faut pas oublier l'UCHER avec les rétinopathies, avec des troubles de champ visuel différents qui se rajoutent à tout le tableau. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et je voulais rajouter ça pour ne pas l'oublier. Voilà, les données et vous remercier pour votre présentation. Merci. Mais c'est évident que dans des pathologies plus complexes comme le syndrome Charge ou le syndrome de Usher, il n'y a pas seulement que l'atteinte vestibulaire. Il y a les autres atteintes au niveau sensoriel autour qui perturbent aussi la conscience et le ressenti du monde environnant, que ce soit au niveau visuel, au niveau olfactif, et puis au niveau aussi de malformations physiques qui perturbent aussi au niveau du schéma corporel et des appuis. Voilà. Il y a d'autres questions ? Moi, je voulais poser une question très pratique. Vous parliez d'appui plantaire. Est-ce que vous valorisez le tapis, vous savez, le tapis de 7 cm d'épaisseur? Est-ce que ça, c'est positif ou est-ce qu'il vaut plutôt être sur un sol ou un tapis plus fin? C'est très pratique.
Oui, c'est une question pratique qui est intéressante parce qu'effectivement, la réponse, elle est simple. C'est-à-dire que quelle que soit la surface que l'on propose, elle est intéressante pour l'enfant. Que ce soit un tapis de 7 cm ou bien, comme on l'a fait souvent en salle, préparer un sol avec un briquet de broc de mousse, de peluche, qu'on recouvre d'une fourrure et il faut qu'il marche dessus. Donc voilà, c'est pour... Voilà. Je sais pas parce que... Oui. C'était pas ça la question? Non. Si j'ai bien compris, c'est est-ce que quand on veut travailler avec un enfant, il faut plutôt le laisser sur une surface dure comme le sol ou le mettre sur un tapis, c'est ça? Ouais. Dans un premier temps, être sur la surface dure, parce qu'on sait que des surfaces qui vont être plus molles vont perturber les appuis de l'enfant. Donc qu'il apprenne déjà et qu'il se sente à l'aise sur une surface dure, comme le plancher que vous avez si c'est un parquet dans la salle ou je sais pas, le lino ou la moquette, et ensuite progressivement amener des tapis de plus en plus épais pour là jouer sur la différence de densité et d'appui. Et je voulais rajouter aussi, l'important c'est de demander à l'enfant, parce que souvent l'enfant il est capable de dire cet environnement-là me convient pas, c'est mieux ici ou c'est mieux là. Et il est capable aussi de montrer par des expressions, par du mouvement, des changements de position fréquents, que souvent le lieu qu'on lui propose n'est pas assez stable. Voilà. Merci. On entend là? Oui, je crois qu'à travers ce petit échange, on est dans quelque chose une question qui va se poser au bout de la journée, c'est-à-dire tout dépend de ce qu'on veut travailler. C'est-à-dire que la surface dure, ça va être pour libérer, par exemple, les membres supérieurs. Si on est en train de travailler le fait d'être bien en équilibre pour faire autre chose, ou si on est en train de mettre l'enfant dans un peu d'inconfort pour travailler le vestibule. Et il y a toujours cette gymnastique à faire entre on installe bien l'enfant, enfin qu'est-ce qu'on est en train de faire, combien on lui supprime de tâches, combien on l'aide avec telle ou telle adaptation pour privilégier le confort et la concentration sur une tâche. On a toujours cette gymnastique à faire. Oui, c'est-à-dire de temps en temps laisser l'enfant, adapter pour que l'enfant soit bien en équilibre pour libérer, pour se consacrer à un aspect, ou être conscient qu'on le met en double tâche, voire en triple tâche, pour l'entraîner à travailler au niveau de ses troubles vestibulaires. Oui, c'est ça, c'est vraiment alterner les différents supports en fonction de ce qu'on veut travailler. Ne pas que lui proposer des postures où il est contenante et en sécurité, mais aussi, justement, le mettre progressivement en danger, j'ai envie de dire, pour qu'il puisse, lui, expérimenter les différents modes de compensation et que ça puisse s'intégrer de manière progressive.